La pluie frappait contre les grandes vitres du cabinet avec une régularité lourde, presque hypnotique. C'était l'une de ces fins d'après-midi d'automne, où le ciel semblait avoir oublié sa couleur, plongeant la ville dans une pénombre grise et mélancolique. À l'intérieur, la chaleur douce du chauffage central contrastait avec la violence de l'averse. L'air sentait légèrement la lavande et le papier neuf, une odeur rassurante, clinique mais chaleureuse, que Camille avait elle-même choisie pour apaiser les enfants qui franchissaient cette porte. Camille était assise derrière son grand bureau en chêne clair. Ses doigts fins, à peine marqués par les années de travail acharné, lissaient distraitement la couverture d'un dossier médical. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air remplir ses poumons, savourant ce bref instant de silence entre deux consultations. Elle était devenue une femme d'une élégance discrète, avec une posture qui trahissait une force intérieure forgée dans l'adversité. Ses cheveux étaient attachés en un chignon souple, quelques mèches rebelles encadrant son visage fatigué mais serein. Elle avait passé ces 6 dernières années à reconstruire chaque parcelle de son existence, brique par brique, larme après larme. Aujourd'hui, elle n'était plus la jeune femme fragile et terrifiée d'autrefois. Elle était le docteur Camille, une thérapeute respectée, une mère dévouée, une forteresse imprenable. Parfois, nous passons des années à construire des murs autour de notre cœur. Nous empilons les succès, les routines, les sourires polis, persuadés que le temps a le pouvoir magique d'effacer ce qui nous a brisés. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette illusion rassurante que le passé est définitivement scellé dans une boîte dont nous avons jeté la clé. Mais le destin a une façon bien cruelle et fascinante de nous rappeler que les blessures non guéries ne font que dormir, et que la clé que l'on croyait perdue se trouve souvent dans la main de la dernière personne que l'on souhaite revoir. Un coup léger à la porte tira Camille de ses pensées. C'était Sophie, son assistante, une jeune femme d'une efficacité redoutable, qui entr'ouvrit la porte avec une expression mêlée d'urgence et de respect professionnel. « Docteur, excusez-moi de vous déranger pendant votre pause », murmura Sophie, baissant légèrement la voix, comme si elle craignait de briser la quiétude de la pièce. Le nouvel investisseur majoritaire de la clinique vient d'arriver. C'est une visite surprise. La direction est en panique, il exige de voir les installations principales, y compris le département de thérapie infantile. Il est dans le couloir. Camille fronça légèrement les sourcils. Une inspection surprise, un jour de tempête? C'était inhabituel, presque arrogant de la part de la nouvelle direction financière qui venait de racheter la majorité des parts de l'établissement. Mais Camille n'était pas femme à se laisser intimider par des hommes en costume cher. Elle avait survécu à bien pire que l'arrogance d'un conseil d'administration. « Très bien, Sophie, laissez-le entrer », répondit-elle d'une voix calme, posée, parfaitement contrôlée. Elle referma le dossier devant elle, l'aligna géométriquement avec le bord de son bureau et se leva, lissant le tissu de sa jupe crayon. Les secondes qui suivirent semblèrent de s'étirer de manière anormale. Le bruit de la pluie à l'extérieur s'intensifia, comme un roulement de tambour annonçant l'inévitable. Le bruit des pas dans le couloir se rapprochait. Des pas lourds, mesurés, porteurs d'une autorité silencieuse. Camille croisa les mains devant elle, adoptant sa posture la plus professionnelle, le visage fermé en une expression de courtoisie neutre. La porte s'ouvrit plus largement. La lumière du couloir découpa d'abord une silhouette grande et imposante. L'homme portait un manteau de laine sombre, les épaules légèrement humides à cause de la tempête extérieure. Il entra dans la pièce lentement. Camille leva les yeux pour accueillir ce mystérieux investisseur. Son cœur, cet organe qu'elle croyait avoir discipliné, s'arrêta brusquement. Ce ne fut pas une simple accélération, ce fut un arrêt net, brutal, douloureux. L'air quitta ses poumons d'un seul coup, la laissant littéralement sans souffle, comme si le sol sous ses pieds
venait de se dérober. Laurent, il était là, à 3 mètres d'elle, le même homme qui, 6 ans plus tôt, l'avait chassée dans une nuit noire et glaciale, la laissant seule avec un secret grandissant dans son ventre. Camille tenta de maintenir son masque, mais par-dedans, son monde entier s'effondrait avec la violence d'un tremblement de terre. Ses doigts se crispèrent au point de faire blanchir ses jointures. Elle dut s'appuyer imperceptiblement contre le rebord de son bureau de chêne pour ne pas vaciller. Le temps semblait s'être figé, capturé dans l'ambre de ce regard croisé. Laurent s'arrêta net au milieu de la pièce. Si le choc de Camille était intérieur, celui de Laurent fut visible à l'œil nu. L'homme puissant, le milliardaire redouté du monde des affaires, perdit toute sa contenance en une fraction de seconde. Sa mâchoire se contracta si fort que l'on pouvait voir les muscles tressaillir sous sa peau. Ses yeux, d'un noir profond et habituellement indéchiffrable, s'écarquillèrent, trahissant un mélange fulgurant d'incrédulité, de douleur et de quelque chose qui ressemblait étrangement à du désespoir. Il semblait plus vieux, bien que toujours d'une prestance écrasante. Les ombres sous ses yeux racontaient des nuits sans sommeil, et de fines rides d'expression au coin de sa bouche suggéraient qu'il avait oublié comment sourire depuis longtemps. Ce n'était plus le jeune héritier aveuglé par la fierté et les mensonges de sa famille. L'homme qui se tenait devant elle portait le poids invisible d'une culpabilité écrasante. Le silence dans le cabinet devint assourdissant. Sophie, sentant la tension palpable et incompréhensible qui venait d'envahir la pièce, recula discrètement et referma la porte derrière elle, les laissant absolument seuls. Seuls avec le bruit de la pluie, seuls avec les fantômes du passé. Camille, le prénom s'échappa de ses lèvres, non pas comme une salutation, mais comme une prière murmurée par un homme mourant de soif qui trouve enfin une source d'eau. Sa voix était rauque, brisée, à peine audible par-dessus le son de la tempête qui faisait rage contre les vitres. Camille sentit une chaleur brûlante lui monter à la gorge. Elle voulait crier. Elle voulait lui ordonner de sortir, de retourner dans le luxe froid de son existence d'où il l'avait bannie. Elle voulait lui hurler que la pluie de cette nuit-là n'avait jamais vraiment cessé de tomber sur son âme. Mais elle ravala tout cela. Elle était une mère. Elle était une femme qui avait ramassé les morceaux de son propre cœur pour en construire un bouclier. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir trembler. Elle releva le menton d'1 millimètre, un geste d'une dignité royale, digne et inébranlable. Ses yeux, autrefois si remplis d'un amour innocent et pur pour cet homme, le fixèrent maintenant avec la froideur polaire d'une étrangère. « Monsieur », répondit-elle, sa voix tranchant le silence avec une précision chirurgicale, dénuée de la moindre émotion. « Je suppose que vous êtes ici pour évaluer le département. Vous arrivez cependant à un moment inopportun. Mes dossiers exigent de mon attention. » Laurent accusa le coup, comme s'il venait de recevoir une gifle en plein visage. Il fit un pas incertain vers elle, la main légèrement tendue, un geste instinctif, désespéré, comme s'il espérait pouvoir effleurer la femme qu'il pensait avoir perdue à jamais. « Camille, s'il te plaît, » murmura-t-il encore, son regard balayant son visage, cherchant désespérément la jeune fille douce qu'il avait tant aimée. Mais il ne trouva qu'une femme d'une froideur impénétrable. « Je ne savais pas, je n'avais aucune idée que tu étais ici. Je t'ai cherché. Pendant des années, j'ai engagé des gens, j'ai remué ciel et terre. Vos recherches ne regardent que vous, » le coupa-t-elle brutalement. Chaque mot qu'elle prononçait lui coûtait une énergie folle, mais elle refusait de baisser la garde. Elle ne pouvait pas se le permettre. Pas avec Lucas et Emma qui l'attendaient à la maison. L'idée même que cet homme puisse découvrir l'existence de ses enfants, la chair de sa chair qu'il avait abandonnée sans le savoir, fit monter en elle un instinct de protection sauvage, presque animal. Combien de fois avons-nous rêvé de ce moment ?
le moment où celui ou celle qui nous a brisés revient, rampant, rongé par les regrets. Nous imaginons les discours victorieux, la vengeance froide. Mais la réalité est souvent bien plus complexe, bien plus douloureuse. Car revoir la personne qui a été la source de notre plus grand amour et de notre plus grande souffrance ne nous rend pas victorieux. Cela ne fait que réveiller la plaie. Et face à cette douleur béante, le seul instinct qui prévaut est celui de la survie. « Je vous prie de garder vos distances », ajouta Camille en voyant qu'il tentait de faire un autre pas en avant. Son ton n'était pas agressif. Il était purement professionnel, ce qui sembla blesser Laurent bien plus que des cris ne l'auraient fait. Ce cabinet est un espace de guérison pour mes patients. Si vous êtes le nouvel investisseur, je vous respecterai en tant que tel. Mais nos interactions se limiteront strictement à l'aspect clinique de mon travail. Vous n'avez pas d'autres droits ici. Laurent s'arrêta. Ses bras retombèrent le long de son corps, avec une lourdeur résignée. Il la regarda longuement, ses yeux sombres s'imprégnant de chaque détail de son visage, de la sévérité de son regard à la tension de ses épaules. Il vit la muraille de glace qu'elle avait érigée entre eux. Et au fond de lui, il savait qu'il méritait chaque brique de ce mur. Il avait été un lâche. Il avait cru les mensonges de sa mère. Il avait laissé la fierté l'aveugler. Et il l'avait jetée dehors alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Le silence s'installa de nouveau, lourd, suffocant. Le bruit de la pluie semblait à présent presque moqueur, rappelant à tous les deux cette fameuse nuit. La nuit où les larmes de Camille s'étaient confondues avec l'averse. La nuit où tout s'était brisé. « Je comprends », finit-il par dire, sa voix tremblant d'une émotion qu'il peinait à contenir. Il recula d'un pas, baissant légèrement la tête, dans un geste de soumission qu'il n'avait jamais montré à personne. « Je ne vais pas te forcer à m'écouter aujourd'hui, Camille. Je vois dans tes yeux ce que ma présence provoque. Mais je ne partirai pas. Plus maintenant. » Il leva à nouveau les yeux vers elle, et pour la première fois, Camille y lut une détermination féroce, une promesse silencieuse, lourde de sens. « Je suis différent de l'homme que tu as connu, » murmura-t-il, l'air chargé d'une tension insupportable. « Et je passerai le reste de ma vie, s'il le faut, à te le prouver. » Sans ajouter un mot de plus, Laurent pivota sur ses talons. Ses pas résonnèrent de nouveau sur le parquet, s'éloignant lentement. Il ouvrit la porte, sortit, et la referma doucement derrière lui. Camille resta figée pendant 1 minute entière. Lorsqu'elle fut absolument certaine qu'il était parti, ses genoux cédèrent. Elle se laissa tomber sur sa chaise de bureau, cachant son visage entre ses mains tremblantes. Sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration saccadée. Une seule larme, solitaire et brûlante, échappa à son contrôle pour rouler sur sa joue. Le silence qui retomba dans le cabinet après le départ de Laurent fut plus lourd encore que le bruit de la tempête. Camille resta immobile, les mains plaquées contre son visage, écoutant le rythme erratique de son propre cœur. L'odeur de l'eau de pluie et ce parfum subtil de cèdre et de vétiver qu'il avait toujours porté flottaient encore dans l'air, fantôme d'un passé qu'elle croyait avoir enterré sous des tonnes de résilience et d'oubli. Elle laissa échapper un souffle tremblant, retirant lentement ses mains pour regarder la pièce autour d'elle. Son sanctuaire. Ce lieu de guérison qu'elle avait bâti à la sueur de son front semblait soudain fragile, vulnérable face à la présence de cet homme. Son regard se posa sur le cadre argenté posé dans le coin de son bureau. La photo montrait 2 enfants, aux sourires éclatants, les cheveux en bataille, soufflant les bougies de leur 5e anniversaire. Lucas, avec ses yeux d'un noir profond et perçant, les mêmes yeux qui venaient de la fixer avec tant de désespoir quelques minutes plus tôt. Et Emma, douce et lumineuse, tenant fermement la main de son frère. Ses enfants, sa raison de respirer. Camille effleura le verre du cadre du bout des doigts,
un geste d'une tendresse infinie. Une force primitive, presque animale, remplaça soudain la panique qui l'avait paralysée. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui pleurait pour qu'on l'aime. Elle était une mère louve, et elle ne laisserait jamais, au grand jamais, l'homme qui l'avait détruite s'approcher de ce qu'elle avait de plus précieux. Avez-vous déjà remarqué comment le corps se souvient des traumatismes bien avant que l'esprit ne les accepte? Une odeur, une intonation de voix, le simple bruit de la pluie contre une vitre, et soudain, vous n'êtes plus l'adulte fort et accompli que vous êtes devenu. Vous êtes ramené, de force, à la seconde précise où votre cœur s'est brisé. C'est cruel, n'est-ce pas? La mémoire est une archive implacable qui ne s'efface jamais vraiment. Mais c'est aussi cette même mémoire qui nous rappelle pourquoi nous avons dû devenir si forts. Pour Camille, le bruit de la pluie n'était pas qu'un phénomène météorologique. C'était la bande-son de sa descente aux enfers. En fermant les yeux, les murs de son cabinet médical s'évanouirent, remplacés par les boiseries sombres et les lustres de cristal de l'immense manoir de la famille de Villers. 6 ans plus tôt. Elle avait 23 ans, l'âme pleine d'idéaux et le cœur battant uniquement pour Laurent. Il était l'héritier d'un empire financier. Elle n'était qu'une étudiante en médecine brillante, mais issue d'un milieu modeste. Leur amour avait été un conte de fées fulgurant, passionné, pur. Mais dans le monde glacial des de Villers, la pureté n'avait aucune valeur. Seul le pouvoir et le statut comptaient. Éléonore de Villers, la mère de Laurent, n'avait jamais accepté cette union. Sous ses sourires mondains et sa politesse exquise, se cachait une manipulatrice redoutable, prête à tout pour préserver le sang-froid et les alliances stratégiques de sa lignée. Et ce soir-là, alors que l'orage grondait sur Paris, le piège qu'elle avait méticuleusement tissé s'était refermé sur Camille. Camille se revit, debout dans le grand salon, frissonnante, tenant un livre de cours contre sa poitrine comme un maigre bouclier. Laurent se tenait face à elle. Mais ce n'était pas l'homme tendre qui lui murmurait des promesses d'avenir sous les draps. C'était un étranger aux yeux noirs d'une froideur terrifiante, tenant un épais dossier à la main. Il y avait des relevés bancaires falsifiés, des photographies truquées la montrant en compagnie d'un rival de l'entreprise familiale, échangeant ce qui semblait être des documents confidentiels. Des témoignages achetés à prix d'or par Éléonore, attestant que Camille n'était qu'une intrigante, une chercheuse d'or qui vendait les secrets industriels des de Villers et qui riait de la naïveté de Laurent dans son dos. La manipulation était parfaite. L'étau était irrémédiable. Laurent, épuisé par la mort récente de son père, écrasé par la pression du conseil d'administration et aveuglé par la paranoïa que sa mère instillait en lui goutte à goutte depuis des mois, avait craqué. « Comment as-tu pu » avait-il murmuré ce soir-là, sa voix tremblant de rage et de douleur. Les papiers avaient volé à travers la pièce, s'éparpillant sur le tapis perçant comme des feuilles mortes. Tout ce que tu as dit, chaque sourire, chaque baiser, ce n'était qu'une transaction pour toi? Camille se souvenait de l'incrédulité totale qui l'avait frappée. Elle avait secoué la tête, les larmes coulant déjà, incapable de formuler une phrase cohérente face à l'énormité du mensonge. « Laurent, je t'en supplie, regarde-moi. Tu sais que c'est faux. Tu me connais. C'est ta mère. Elle a toujours voulu me détruire. » Mais Laurent avait détourné le regard. C'était ce geste, ce simple mouvement de tête refusant de la regarder dans les yeux, qui l'avait tuée. Il ne la croyait pas. L'homme qui avait juré de la protéger contre le monde entier venait de s'allier à ses bourreaux. « Ne prononce pas le nom de ma mère », avait-il craché avec un mépris qui lui avait glacé le sang. Il avait pointé un doigt tremblant vers les immenses portes en chêne du manoir. « Prends tes affaires et sors de chez moi. Je ne veux plus jamais entendre ton nom. Tu n'as été qu'une erreur, Camille. Une pathétique erreur que je compte effacer dès ce soir. » Elle avait pleuré,
elle avait supplié. Non pas pour l'argent, non pas pour le luxe qu'elle n'avait jamais désiré, mais pour l'homme qu'elle aimait. Elle s'était accrochée à son bras, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise, essayant désespérément de réveiller la lumière dans ses yeux noirs. Mais il l'avait repoussée avec une force froide. La chute sur le sol de marbre froid l'avait meurtrie. Mais ce n'était rien comparé à l'agonie de le voir lui tourner le dos et monter les grands escaliers, sans un regard en arrière, la laissant aux mains des agents de sécurité de la famille. 10 minutes plus tard, elle était jetée dans la rue. Il pleuvait à torrents, exactement comme aujourd'hui. Une pluie d'une violence inouïe, glacée, impitoyable. Camille se souvenait de la sensation de ses vêtements trempés collés à sa peau, de ses larmes qui se mêlaient aux gouttes froides glissant sur son visage, de la boue qui salissait ses chaussures alors qu'elle marchait sans but dans l'obscurité. Elle n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient décédés depuis des années. Elle n'avait ni frère ni sœur, et ses amis appartenaient désormais au cercle de Laurent. Elle était seule, absolument, dramatiquement seule, chassée comme une criminelle. La douleur était si physique, si dévastatrice, qu'elle se rappelait s'être accroupie sous un abribus, tremblante de froid et de chagrin, priant pour que la nuit l'engloutisse. Elle avait cru mourir ce soir-là. Une partie d'elle, la partie innocente et confiante, était effectivement morte sur ce trottoir mouillé. Mais la vie, dans toute sa complexe ironie, a cette capacité extraordinaire de planter des graines de lumière au milieu des ténèbres les plus absolues. Les semaines qui suivirent furent une brume de survie mécanique. Camille avait trouvé un minuscule appartement insalubre en banlieue, utilisant ses maigres économies d'étudiante pour payer le premier mois. Elle enchaînait les petits boulots épuisants pour pouvoir continuer à financer ses études de médecine. Elle ne dormait plus, rongée par la tristesse, et son corps semblait la lâcher. Les nausées matinales, l'épuisement profond. Elle avait d'abord mis cela sur le compte du traumatisme et de la malnutrition. Jusqu'à ce matin froid de novembre, dans une clinique de quartier. L'échographie. Le gel froid sur son ventre plat. Le silence concentré du médecin. Puis, le son. Boum, 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 boum. 2 battements de cœur rapides, forts, résonnant dans la petite salle sombre comme un miracle défiant la mort. Des jumeaux. Camille rouvrit brusquement les yeux dans son cabinet actuel, chassant les images du passé. Sa respiration s'était accélérée, et ses mains tremblaient à nouveau. Ce souvenir, bien que douloureux, était aussi la source de sa force. C'est là que réside la véritable résilience. Souvent, nous croyons être détruits, brisés en 1000 morceaux irrécupérables. Mais soudain, l'univers nous confie une responsabilité plus grande que notre propre douleur. Pour Camille, l'instant où elle a entendu ces 2 battements de cœur, l'enfant effrayée qu'elle était est morte, pour laisser naître la mère féroce. Elle ne pouvait plus se permettre de pleurer un homme qui l'avait jetée aux ordures. Elle avait 2 vies à protéger, et elle se l'était juré ce jour-là. Ses enfants ne connaîtraient jamais le rejet, le froid ou le manque d'amour. Et surtout, ils ne connaîtraient jamais le nom des 2 Villers. Elle s'était battue avec l'énergie du désespoir. Elle avait étudié la nuit, travaillé le jour, enduré les regards pleins de jugement. Elle avait obtenu son diplôme avec les honneurs, s'était spécialisée dans la psychologie de l'enfant et avait lentement, avec acharnement, gravi les échelons jusqu'à ouvrir cette clinique réputée. Tout cela, elle l'avait fait sans un sou de cet empire financier. Elle l'avait fait grâce à l'amour inconditionnel qu'elle portait à Lucas et Emma. Camille se leva de sa chaise. Elle devait bouger, dissiper cette énergie sombre qui l'envahissait. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la pluie continuer de battre le pavé. Laurent pensait qu'il pouvait simplement revenir. Il croyait, avec l'arrogance typique de son monde, que ses regrets, aussi sincères soient-ils,
suffirait à effacer la cicatrice béante qu'il avait laissée. « Tu as tort, Laurent, » murmura-t-elle contre la vitre froide, son souffle créant une petite tache de buée. « Tu as tellement tort. » Il avait dit qu'il avait changé, qu'il avait découvert la vérité, qu'il passerait sa vie à essayer de se faire pardonner. Mais le pardon n'est pas un dû. C'est un don extrêmement coûteux, et Camille n'était pas prête à payer le prix de la paix de cet homme avec la sécurité émotionnelle de ses enfants. Elle se détourna de la fenêtre, lissa sa jupe une dernière fois et attrapa son sac à main. Il était l'heure d'aller chercher ses enfants à la crèche de l'hôpital. La tempête grondait toujours dehors, mais Camille savait que la véritable tempête était désormais à l'intérieur de ses murs. Elle allait devoir être plus prudente que jamais. Car si Laurent posait un seul regard sur Lucas, si ce milliardaire brisé voyait ce petit garçon qui était la réplique exacte de lui-même à 5 ans, le monde de Camille s'effondrerait d'une manière qu'elle ne pourrait, cette fois, jamais reconstruire. Elle ouvrit la porte de son bureau, le visage fermé et l'esprit en état d'alerte maximale, prête à affronter les ombres de son passé pour protéger la lumière de son présent. Les semaines qui suivirent s'étirèrent avec la lenteur insoutenable d'un supplice invisible. L'automne s'était définitivement installé sur la ville, tapissant les trottoirs de feuilles mortes et plongeant les fins d'après-midi dans une obscurité précoce. À l'intérieur de la clinique, cependant, le climat avait pris une toute autre dimension. L'air y semblait perpétuellement chargé d'électricité, lourd d'une tempête qui refusait d'éclater. Laurent n'avait pas menti. Il n'était pas reparti dans sa tour de verre doré. Au contraire, il semblait avoir fait de la clinique son nouveau quartier général. En tant qu'investisseur majoritaire, il avait toutes les raisons légitimes d'être présent, d'auditer les départements, de superviser les travaux de rénovation de l'aile pédiatrique. Mais Camille savait. Elle savait, avec cette intuition viscérale qui ne trompe jamais une femme blessée, que ses prétextes professionnels n'étaient qu'un écran de fumée. Il était là pour elle. Il ne la harcelait pas. Il n'imposait pas sa présence dans son bureau et ne tentait pas d'engager des conversations personnelles qui l'auraient de forcer à le repousser verbalement. Son approche était infiniment plus subtile et, par conséquent, infiniment plus dévastatrice pour les défenses de Camille. C'était une présence silencieuse, presque fantomatique. Elle le croisait dans le grand hall, baigné de lumière, où il s'arrêtait systématiquement pour la laisser passer, inclinant légèrement la tête avec un respect absolu. Elle remarquait son ombre à travers les vitres dépolies de la salle de conférence. Elle sentait son regard peser sur elle lorsqu'elle traversait la cafétéria, un regard si intense, si chargé de regrets silencieux, qu'il lui brûlait la peau à travers la soie de ses chemisiers. Avez-vous déjà essayé de maintenir une forteresse de glace alors que le soleil brille doucement, jour après jour, juste devant vos murs? C'est la bataille la plus épuisante qui soit. Le cerveau ordonne à chaque muscle de se tendre, de se souvenir de la douleur, de se rappeler les nuits passées à pleurer sur le sol froid. Mais le cœur, cet organe traître et obstiné, a une mémoire qui lui est propre. Il se souvient de la chaleur. Il se souvient de la façon dont cette même personne vous faisait vous sentir comme le centre de l'univers. Et soudain, vous ne vous battez plus contre l'autre. Vous vous battez contre vous-même. C'est là que réside la véritable torture de la seconde chance. La peur panique de croire à nouveau en ce qui nous a déjà détruits. Un mardi matin, cette guerre d'usure silencieuse atteignit un point de rupture. Camille venait de terminer une consultation difficile avec les parents d'un enfant en grande détresse émotionnelle. Elle se dirigea vers la salle de repos des médecins, les tempes battantes, cherchant désespérément la consolation d'un café noir. La pièce, habituellement bruyante, était déserte. Elle s'avança vers la machine, les yeux mi-clos, massant l'arête de son nez pour chasser la migraine naissante. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Laurent avait toujours eu cette démarche féline, silencieuse, un contraste frappant avec sa stature imposante.
Lorsqu'elle se retourna, tenant son gobelet brûlant entre ses mains, il était là, à moins d'1 mètre. Camille sursauta, le liquide sombre manquant de déborder sur sa jupe claire. Laurent eut un réflexe immédiat. Il tendit les mains pour stabiliser la sienne, ses longs doigts chauds enveloppant les siens autour du fin carton du gobelet. Le contact fut fulgurant. Une décharge électrique absolue, féroce, qui remonta le long du bras de Camille pour venir percuter sa poitrine avec la violence d'un accident de voiture. Elle cessa de respirer. Le monde autour d'eux, le bourdonnement du réfrigérateur, la lumière au néon, tout disparut. Il n'y avait plus que la chaleur de sa peau contre la sienne. Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes. Ses doigts à lui, forts, protecteurs, qui jadis caressèrent son visage pour endormir ses angoisses. Elle sentit ce parfum. Dieu, ce parfum, ce mélange de cèdre boisé et de vétiver, avec cette note unique qui n'appartenait qu'à lui. L'odeur de ce qui avait été son foyer. Une vague de nostalgie si violente l'assaillit qu'elle dut serrer les dents pour empêcher ses yeux de s'embuer. Elle releva brusquement la tête, prête à lancer une remarque glaciale, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'elle croisa son regard. Laurent ne la regardait pas avec l'assurance du milliardaire qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Il la regardait avec une vulnérabilité si nue, si crue, qu'elle en fut désarçonnée. Ses yeux noirs, d'ordinaire si durs, étaient des puits de détresse. Il avait maigri, remarqua-t-elle avec un pincement au cœur qu'elle s'en voulut de ressentir. Les traits de son visage étaient tirés, creusés par une fatigue qui ne venait pas du manque de sommeil, mais d'une âme en peine. Il ne portait pas l'un de ses costumes sur mesure 3 pièces. Il portait un simple pull en cachemire sombre, les manches légèrement retroussées, lui donnant un air étrangement accessible. Humain, brisé. « Je suis désolé », murmura-t-il, sa voix grave vibrant dans le silence de la petite pièce. Il ne parlait pas du café failli être renversé. Il parlait de tout, de la pluie, d'il y a 6 ans, des larmes, de l'enfer. Camille retira ses mains d'un coup sec, comme si elle venait de se brûler. Le gobelet vacilla, mais elle le maintint fermement. Elle recula d'1 pas, recréant la distance de sécurité, recréant la forteresse. « Ce n'est rien. Vous m'avez surprise, » répondit-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle détestait la façon dont son propre corps la trahissait en sa présence. Laurent laissa ses mains retomber le long de son corps, accusant le rejet avec un léger tressaillement de la mâchoire. Il ne bougea pas, mais son regard s'ancra dans le sien, refusant de la laisser fuir mentalement. « Je ne fais plus partie du conseil d'administration de De Villers Corporation », lâcha-t-il soudainement. La phrase tomba dans la pièce avec le poids d'une enclume. Camille fronça les sourcils, sincèrement choquée. L'empire de Villers était toute sa vie, son héritage, son identité. « J'ai tout quitté, Camille », continua-t-il, faisant un demi-pas en avant, l'urgence pointant dans sa voix rauque. « J'ai vendu mes parts. J'ai rompu tout contact avec ma mère. Totalement. Définitivement. » Il prononça le mot « mère » avec un dégoût si profond que Camille en ressentit des frissons. « J'ai engagé des enquêteurs privés l'année dernière. J'ai fait fouiller chaque transaction, chaque relevé, chaque mot de ce faux dossier qu'elle m'avait mis sous les yeux cette nuit-là. J'ai trouvé les versements qu'elle a faits pour acheter les témoignages. J'ai trouvé les preuves de son montage machiavélique. J'ai vu la vérité, Camille. J'ai vu l'horreur de ce que je t'avais fait subir en étant assez lâche et aveugle pour la croire. » La respiration de Camille se bloqua. Pendant 6 ans, elle avait rêvé d'entendre ces mots. Pendant 6 ans, dans la solitude de son petit appartement, en berçant ses jumeaux qui pleuraient, elle avait imaginé ce moment où la vérité éclaterait. Elle avait imaginé la satisfaction, le triomphe. Mais il n'y avait aucun triomphe.
seulement une immense et insupportable tristesse. C'était trop tard. Le mal était fait. Les cicatrices étaient épaisses, et le temps perdu ne se rattrapait jamais. « Je suis heureuse que vous ayez trouvé la vérité, Laurent, » dit-elle lentement, choisissant chaque mot comme on traverse un champ de mine. Son visage restait un masque d'impassibilité, bien que son cœur tambourinât douloureusement contre ses côtes. « Pour votre propre conscience, mais cela ne change rien pour moi. Ma vie est construite. Elle est solide, et elle n'a plus aucune place pour les tempêtes de votre famille. Je vous souhaite de trouver la paix, mais je vous demande de la chercher ailleurs. » Elle passa devant lui sans lui laisser le temps de répondre, s'enfuyant presque dans le couloir, son cœur martelant à ses oreilles. Elle ne vit pas Laurent s'appuyer lourdement contre le mur de la salle de repos, fermant les yeux, l'expression d'un homme qui venait d'entendre sa propre condamnation à mort. Cette conversation avait éveillé un monstre de terreur en Camille. Si Laurent avait rompu avec sa famille, s'il n'avait plus rien à perdre, il deviendrait implacable dans sa quête de rédemption. Il serait toujours là, et s'il était toujours là, il finirait par voir. La pensée la glaça d'effroi. Lucas et Emma n'étaient pas cachés dans une cave. Ils vivaient, ils riaient. Ils fréquentaient la crèche du rez-de-chaussée de l'établissement 3 fois par semaine. Le risque qu'ils croisent Laurent était un compte à rebours silencieux, une bombe à retardement que Camille savait impossible à désamorcer éternellement. Et ce qui devait arriver, arriva, quelques jours plus tard, dans un ballet d'une ironie cruelle. C'était un jeudi après-midi. La crèche de l'hôpital emmenait parfois les groupes d'enfants dans le grand hall de l'aile Est pour les ateliers de motricité. Camille, qui sortait d'une réunion au 2e étage, marchait à vive allure le long de la mezzanine vitrée qui surplombait ce hall. Tout se passa au ralenti, comme dans un cauchemar dont on ne peut se réveiller. En bas, dans le hall baigné de la lumière de l'après-midi, la petite troupe d'enfants en chasubles colorés marchait en file indienne. À la toute fin de la file, Lucas. Le petit garçon de 5 ans avait hérité du tempérament indépendant et rebelle de son père. Il s'était éloigné du groupe de quelques mètres, complètement fasciné par un papillon de nuit qui voltait près d'une grande plante verte. Au même instant, les lourdes portes en verre de l'entrée principale s'ouvrirent. Laurent entra, un dossier sous le bras, en grande conversation avec l'architecte en charge des rénovations. Ses pas le dirigeaient exactement vers le centre du hall, directement vers Lucas. Depuis la mezzanine, Camille s'arrêta net, pétrifiée. Ses poumons refusèrent de prendre la moindre inspiration. L'adrénaline explosa dans ses veines avec la force d'un coup de feu. La trajectoire était mathématique, inéluctable. Laurent marchait. Lucas, les yeux levés vers le plafond pour suivre l'insecte, reculait doucement, sans regarder derrière lui. Ils allaient entrer en collision. Si Laurent se baissait pour excuser ce petit garçon maladroit, s'il plongeait son regard dans ses grands yeux noirs, encadrés de cils épais, si familiers, s'il voyait la courbe têtue de cette mâchoire enfantine qui était le reflet parfait de la sienne sur les photos d'enfance, il saurait. Il n'était pas stupide. Il saurait en une fraction de seconde de certitude foudroyante. Le sang de Camille ne fit qu'un tour. Poussée par cet instinct maternel primitif qui donne aux femmes la force de soulever des voitures, elle se mit à courir. Elle dévala les marches de l'escalier en colimaçon avec une agilité désespérée, ses talons claquant contre le métal dans un rythme frénétique. En bas, l'écart entre le père et le fils qu'il ignorait posséder se réduisait à peau de chagrin. 5 mètres. 4 mètres. Laurent, absorbé par les plans architecturaux qu'on lui montrait, ne regardait pas devant lui. Lucas continuait de reculer, un grand sourire sur le visage. « Non », murmura Camille, le souffle court, ses jambes la propulsant avec l'énergie du désespoir. 3 mètres. Camille atterrit dans le hall avec la grâce chaotique d'une panthère protégeant ses petits.
Elle sprinta silencieusement derrière la grande colonne de marbre qui flanquait la réception. Laurent passait de l'autre côté de la colonne, sa voix grave résonnant, discutant de mètres carrés et d'acoustique. Au moment précis où l'épaule de Laurent allait heurter le dos du petit garçon, le bras de Camille jaillit de derrière la colonne. Elle attrapa Lucas par la taille avec une vivacité spectaculaire, l'arrachant littéralement du sol dans un mouvement fluide, et pivota sur elle-même pour se cacher de l'autre côté de l'immense pilier. Le déplacement d'air fit légèrement voleter la veste de Laurent. Il s'arrêta brusquement, fronçant les sourcils, et se retourna. Mais il ne vit rien. Seulement l'éducatrice qui s'avançait précipitamment, cherchant l'enfant manquant des yeux. Plaquée contre le marbre froid de l'autre côté de la colonne, Camille tremblait de tous ses membres. Sa poitrine se soulevait violemment. Elle avait plaqué le visage de Lucas contre son cou, sa main enfouie dans les cheveux sombres du petit garçon, l'écrasant contre elle comme pour le faire disparaître. « Maman » chuchota Lucas, la voix étouffée contre la soie du chemisier de Camille. Il n'avait pas eu peur, pensant qu'il s'agissait d'un jeu, une partie de cache-cache improvisée. Ses petits bras s'enroulèrent naturellement autour du cou de sa mère. Camille ferma les yeux si fort que des étoiles dansèrent sous ses paupières. Elle sentait l'odeur de la peau de son fils, ce mélange de biscuits et de savon doux, et la terreur de le perdre menaça de la faire s'effondrer. À quelques centimètres d'eux, séparés seulement par l'épaisseur du pilier, la voix de Laurent s'éleva, si proche qu'elle aurait pu tendre la main pour le toucher. « Tout va bien, madame ?» demandait Laurent à l'éducatrice, d'un ton poli et bienveillant qu'il réservait autrefois aux personnes qu'il protégeait. « Oh, oui, monsieur de Villers. Excusez-moi, un de mes petits a dû filer derrière les plantes. Vous savez comment ils sont. » « Je peux vous aider à chercher, si vous le souhaitez. Quel âge a-t-il » Camille sentit les larmes brûler ses yeux. « 5 ans, Laurent. Il a 5 ans. L'âge exact du temps que tu m'as volé. » Elle posa un doigt tremblant sur les lèvres de Lucas, lui intimant le silence avec un regard implorant. Le petit garçon cligna de ses grands yeux noirs, intrigué, mais obéit avec la loyauté absolue des enfants de son âge. « C'est bon, je le vois !» s'exclama l'éducatrice en apercevant un autre enfant qui s'était caché sous un banc plus loin. « Merci de votre gentillesse, monsieur. » Les pas de Laurent s'éloignèrent lentement, reprenant sa conversation avec l'architecte. Le bruit de la porte de l'ascenseur marqua la fin de la séquence la plus terrifiante de la vie de Camille. Lorsqu'elle fut certaine qu'il était loin, elle glissa le long de la colonne de marbre jusqu'à s'asseoir sur le sol, serrant toujours Lucas contre elle. Elle cacha son visage dans le cou de son fils, laissant échapper un sanglot silencieux, secoué par les spasmes de la terreur rétrospective. Combien de temps pouvait-elle maintenir cette illusion? Jusqu'à quand la chance serait-elle de son côté? On ne peut pas cacher la lumière éternellement, surtout pas à un homme qui cherche désespérément à sortir des ténèbres. Chaque jour passé dans cette clinique devenait une roulette russe émotionnelle. Mais le destin, dans sa grande cruauté narrative, ne se contente jamais d'un seul avertissement. Il aime tester les limites de l'âme humaine, jusqu'à ce qu'elle craque. 3 jours plus tard, la tension monta d'un cran supplémentaire. Cette fois, ce fut avec Emma. La petite fille, avec ses boucles blondes qui rappelaient tant la mère de Camille, était plus posée que son frère, mais dotée d'une créativité débordante. Camille avait ramené les enfants dans son bureau en fin de journée, attendant que la pluie, qui décidément refusait de quitter la ville cet automne-là, se calme pour rentrer chez eux. Emma dessinait tranquillement sur la petite table basse de la salle d'attente privée, pendant que Camille classait ses derniers dossiers, la porte de son bureau entr'ouverte. Soudain, le téléphone sur le bureau de Camille se mit à sonner avec insistance. C'était une urgence pédiatrique. Elle dut s'éloigner quelques minutes au bout du couloir pour consulter un confrère, laissant Emma seule avec ses crayons de couleur. C'est à cet instant précis
que Laurent choisit de venir déposer des documents administratifs sur le bureau de l'assistante, juste à l'entrée de la suite de Camille. En posant les feuilles, le regard de l'homme fut attiré par un petit papier froissé qui avait glissé de la table basse de la salle d'attente pour atterrir près de la porte. Il s'avança silencieusement et se pencha pour le ramasser. C'était un dessin d'enfant. Le cœur de Laurent se serra. Depuis qu'il avait perdu Camille, la vue d'une famille heureuse, la simple évocation d'un enfant, ravageait son âme. Il savait qu'il lui avait volé son innocence, sa jeunesse, et peut-être sa chance de construire un foyer. Il regarda le dessin maladroit, mais coloré. On y voyait une femme avec des cheveux bruns, tenant la main d'un petit garçon et d'une petite fille. Au-dessus, écrit avec des lettres capitales incertaines, le mot « maman ». Un sourire triste, teinté d'une infinie mélancolie, étira les lèvres de Laurent. Il leva les yeux et aperçut la petite fille assise à la table basse, le dos tourné, concentrée sur un nouveau chef-d'œuvre. Ses boucles claires dansaient légèrement au rythme des mouvements de son crayon. Poussé par un élan de tendresse inexplicable, un besoin de douceur dans sa vie stérile, Laurent fit un pas à l'intérieur de la salle d'attente. « C'est un très beau dessin, mademoiselle », dit-il d'une voix douce, presque feutrée pour ne pas l'effrayer. « C'est toi qui l'as perdu ?» Emma se figea. Elle posa son crayon rouge et se retourna lentement sur sa petite chaise. Laurent croisa le regard de l'enfant. Quelque chose, au plus profond de sa poitrine, produisit un écho étrange. Une secousse, presque imperceptible, comme un instinct ancestral qui s'éveille. Il y avait dans les yeux de cette petite fille, de la couleur d'un miel clair, une étincelle de résilience qui lui rappelait cruellement quelqu'un. Mais il n'eut pas le temps d'analyser cette sensation, car à cet instant, un véritable cri de panique résonna dans la pièce. « Emma !» Camille venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Elle était blême. Son visage, habituellement si maîtrisé, était déformé par une terreur absolue. Ses yeux passaient frénétiquement du dessin dans les mains de Laurent à sa fille, puis revenaient à l'homme. Elle ne marcha pas. Elle fondit sur eux. D'un geste vif, sec, presque agressif, elle arracha le dessin des mains de Laurent sans même le regarder. Elle attrapa Emma par le poignet avec une force qui fit sursauter la petite fille et la tira rapidement derrière ses jambes, la cachant comme on cache un trésor face à une armée de pillards. « Ne vous approchez pas d'elle !» cracha Camille. Sa voix n'était plus qu'un sifflement, un venin protecteur, bas et dangereux. Elle tremblait de tout son corps. Ses yeux foudroyaient Laurent avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. Laurent resta bouche bée. Il regarda sa main vide, puis le visage terrifié et furieux de la femme qu'il aimait, et enfin la petite fille qui se cachait derrière elle, serrant le tissu de la jupe de sa mère. Le malentendu fut instantané et tragique. Laurent, écrasé par la culpabilité qui ne le quittait plus, interpréta la réaction de Camille à travers le prisme de sa propre honte. Il crut qu'elle le considérait comme un monstre. Il crut que sa présence même, le simple fait qu'il s'adresse à la petite patiente d'une salle d'attente, était perçu par Camille comme une souillure, un danger, une intrusion toxique de l'homme qui avait détruit sa vie. Il ne vit pas la mère protégeant son secret. Il vit la femme dégoûtée par l'homme qu'il avait été. La douleur qui traversa le visage de Laurent fut si violente que Camille en ressentit presque le contre-coup physique. Ses larges épaules s'affaissèrent. Toute la détermination qui l'animait depuis des semaines sembla se briser en éclats sur le sol du cabinet. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il refusa de laisser couler. Une souffrance muette, digne, d'un homme qui réalise que certains péchés sont tout simplement impardonnables. Il s'arrêta, la gorge nouée. Il fit un pas en arrière, les mains levées en signe de reddition absolue. « Je ne voulais pas l'effrayer. Ni vous effrayer, Camille. Je suis désolé.
Je vous jure que je suis désolé. » Sans un mot de plus, refusant d'imposer sa présence maudite une seconde supplémentaire à cette femme et à cet enfant, Laurent se détourna et quitta la pièce, marchant d'un pas lourd, comme un fantôme condamné à errer loin de la lumière. Camille resta figée, la main serrée autour de celle d'Emma. Son cœur battait à se rompre. Elle venait de gagner cette bataille. Son secret était sauf. Mais en regardant le dos courbé de Laurent disparaître au bout du couloir sombre, une larme brûlante roula sur sa joue. Elle venait de briser un peu plus l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, pour sauver les enfants qu'il avait conçus sans le savoir. Le prix de ce mensonge devenait chaque jour plus lourd, et Camille sentait, au fond de son âme épuisée, que les murs de sa forteresse commençaient dangereusement à se fissurer. Les ombres de la vérité se rapprochaient, et la grande tempête finale, celle qui allait tout dévaster ou tout purifier, n'était plus qu'à quelques heures d'éclater. Il y a des tempêtes que la météorologie ne peut pas prévoir. Celles qui s'annoncent par un ciel d'encre et des vents hurlants ne sont finalement que des miroirs de ce qui se prépare dans le silence de nos propres vies. Nous croyons souvent que les secrets, s'ils sont enfouis assez profondément sous des couches de silence et de sacrifice, finiront par se fossiliser, par perdre de leur pouvoir destructeur. Nous érigeons des forteresses, nous verrouillons les portes de notre passé à double tour, persuadés que la volonté suffit à tenir le destin en respect. Mais la vérité, voyez-vous, est comme l'eau. Elle s'infiltre. Elle trouve la moindre fissure, la plus infime faille dans notre armure, et avec la patience implacable des éléments, elle finit toujours par faire céder les barrages les plus solides. Ce vendredi-là, la ville entière semblait retenir son souffle sous la menace d'une dépression atmosphérique d'une violence rare. Dès le début de l'après-midi, le ciel de novembre avait pris une teinte violacée, presque noire, écrasant les toits sous un plafond de nuages menaçants. Les alertes météorologiques clignotaient sur tous les écrans. Vent de force, ouragan, pluie torrentielle, risque d'inondation. À 15 heures, les autorités avaient pris la décision d'évacuer les écoles maternelles et les crèches de la région par mesure de sécurité. Dans son cabinet, Camille regardait la pluie fouetter les vitres avec une intensité qui lui donnait la nausée. Chaque goutte qui s'écrasait contre le verre résonnait dans sa poitrine comme un écho lointain de cette fameuse nuit, 6 ans plus tôt. Mais elle n'avait pas le temps de s'abandonner à la nostalgie ou à la terreur. Sophie, son assistante, venait de faire irruption dans la pièce, les cheveux détrempés, tenant par la main Lucas et Emma. La directrice de la crèche de l'hôpital avait préféré monter les jumeaux directement dans l'aile sécurisée du cabinet de Camille plutôt que d'attendre dans le grand hall, exposé au courant d'air et à l'agitation de l'évacuation générale. « Je vous les laisse, docteur », avait dit Sophie, essoufflée, en aidant les enfants à retirer leurs petits imperméables jaunes dégoulinants. La direction demande à tout le personnel non essentiel de rentrer chez soi avant que les routes ne soient totalement coupées. Je vais annuler vos derniers rendez-vous de la journée. Merci, Sophie. Rentrez vite, soyez prudente, avait répondu Camille en s'agenouillant pour accueillir ses enfants. Elle avait refermé la lourde porte de son cabinet, tourné le verrou par pur réflexe de protection, et s'était laissé tomber sur le grand tapis moelleux au centre de la pièce avec eux. La chaleur de leur petit corps contre le sien, l'odeur familière de la laine mouillée et de l'enfance, avait instantanément calmé les battements erratiques de son cœur. Elle était en sécurité. Ses enfants étaient avec elle. La porte était close. Le monde extérieur, avec ses milliardaires repentants et ses tempêtes destructrices, ne pouvait plus l'atteindre. Du moins, c'est ce qu'elle s'était efforcée de croire. Pendant 1 heure, le bureau de thérapie infantile se transforma en un cocon de douceur suspendu hors du temps. Camille avait sorti une boîte de blocs de construction en bois et de grandes feuilles de papier. Assise en tailleur sur le tapis, elle regardait Lucas construire une tour vertigineuse, la moue concentrée,
le bout de la langue dépassant légèrement de ses lèvres. Une mimique si terriblement familière qu'elle obligea Camille à détourner brièvement le regard. Emma, quant à elle, s'appliquait à dessiner une famille de canards sous un soleil immense et jaune, totalement indifférente au tonnerre qui faisait trembler les murs de l'établissement. « Maman, regarde, c'est le plus haut château du monde !» décréta fièrement Lucas, en posant avec une délicatesse infinie le dernier bloc triangulaire au sommet de son œuvre. « Il est magnifique, mon amour !» murmura Camille, lui caressant la joue. « Aussi fort et solide que toi. La paix de cet instant était si pure qu'elle en devenait douloureuse. Camille ferma les yeux un instant, laissant le son de leur respiration régulière et de leurs rires étouffés la laver de l'angoisse des dernières semaines. Laurent allait finir par partir. Il comprendrait qu'il n'y avait plus d'espoir. Le conseil d'administration trouverait un nouveau directeur financier, et la vie reprendrait son cours normal, monotone, prévisible et sûr. Elle avait presque réussi à s'en convaincre. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'autre bout du couloir, Laurent ne préparait pas son départ de la clinique. Il préparait ses adieux. L'homme qui avançait dans les couloirs déserts de l'aile pédiatrique n'avait plus rien de l'arrogance de son passé. Il marchait lentement, ses pas étouffés par la moquette épaisse, portant le poids d'une révélation insoutenable. Après l'incident dans la salle d'attente avec la petite fille aux boucles blondes, il avait passé 3 nuits sans sommeil, hanté par le regard terrifié et dégoûté de Camille. Il avait finalement compris. Son insistance, sa présence même dans cet hôpital, n'était pas une preuve d'amour. C'était une forme de harcèlement involontaire. En voulant réparer ses erreurs, il ne faisait que rouvrir les blessures de la femme qu'il aimait. S'il l'aimait vraiment, comme il se l'était juré dans le silence de sa rédemption, il devait lui offrir la seule chose qu'elle réclamait avec désespoir, son absence totale et définitive. Il tenait à la main une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, non pas des excuses vaines, mais des actes de transfert légaux. Il lui cédait, de manière anonyme et irrévocable, les murs de la clinique, assurant son avenir professionnel et sa sécurité financière pour le reste de ses jours. C'était sa façon de demander pardon, de payer la dette de cette nuit d'orage, sans jamais plus imposer sa présence. Il voulait juste glisser cette enveloppe sous sa porte, avant de disparaître pour toujours. Lorsqu'il arriva devant la porte en chêne du cabinet de Camille, le tonnerre gronda avec une violence inouïe, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Il s'arrêta. Son cœur se serra douloureusement. Derrière ce bois épais se trouvait la femme qui avait été la lumière de sa vie, la femme qu'il avait jetée dans les ténèbres. Il leva la main pour glisser l'enveloppe sous l'interstice. Mais le destin, dans sa chorégraphie implacable, avait décidé que l'heure des mensonges était révolue. À l'intérieur de la pièce, Lucas s'était levé brusquement pour aller chercher un bloc rouge tombé près de la porte. En courant, son pied buta contre le tapis. Il trébucha et tomba lourdement en avant, sa tête heurtant le bois massif de la porte dans un bruit sourd, immédiatement suivi par un cri de douleur perçant. La réaction de Camille fut instantanée. Elle bondit sur ses pieds avec un cri étouffé, se précipitant vers son fils. Dans le couloir, le sang de Laurent se glaça. Le cri de l'enfant, la détresse immédiate qui avait suivi, déclenchèrent en lui un instinct de protection viscérale, irréfléchi. Oubliant ses résolutions, oubliant l'enveloppe qui glissa de ses doigts pour tomber sur la moquette, il saisit la poignée de la porte. Le verrou avait été mal enclenché par Camille dans la précipitation de l'arrivée de Sophie. Il céda avec un petit clic mécanique qui, dans le fracas de l'orage, sonna comme le déclencheur d'une bombe. La porte s'ouvrit à la volée. Le temps, soudainement, s'arrêta. L'air quitta la pièce, aspiré par le vide vertigineux de l'instant. Le silence qui s'abattit, malgré la pluie battante à l'extérieur, fut d'une lourdeur insupportable, absolue,
meurtrier. Laurent s'immobilisa sur le seuil, la respiration bloquée dans sa gorge. La scène devant lui s'imprima sur sa rétine avec la netteté cruelle d'une photographie surexposée. Camille était à genoux sur le sol, les bras enroulés autour d'un petit garçon, inspectant frénétiquement son front. À quelques mètres de là, sur le tapis, la petite fille aux boucles blondes de la salle d'attente s'était levée, serrant un ours en peluche contre sa poitrine, les yeux écarquillés par l'irruption soudaine de l'étranger. Au bruit de la porte, Camille releva brusquement la tête. Lorsqu'elle vit Laurent, grand, sombre, figé dans l'encadrement, le sang se retira entièrement de son visage, la laissant d'une pâleur cadavérique. Sa bouche s'entr'ouvrit dans une expression d'horreur pure, muette, absolue. Elle resserra son étreinte sur Lucas avec une force désespérée, comme si elle tentait de l'absorber à l'intérieur de son propre corps pour le rendre invisible. Mais c'était trop tard. Lucas, entendant le silence soudain de sa mère, se retourna dans ses bras pour regarder vers la porte, frottant son front légèrement rougi. Le regard du petit garçon croisa celui de l'homme debout sur le seuil, et le monde de Laurent se désintégra. Ce ne fut pas une compréhension lente. Ce fut un anéantissement instantané, un éclair de lucidité si fulgurant, si violent, qu'il le frappa physiquement. Laurent regarda cet enfant. Il vit les cheveux noirs, épais, rebelles, tombant sur un front volontaire. Il vit la courbe exacte de cette mâchoire enfantine, la forme de ses sourcils, l'inclinaison de ce petit menton fier. Mais surtout, il vit les yeux. Ses propres yeux. Deux puits d'un noir profond, encadrés par des cils denses, qui le fixaient avec une curiosité innocente et insondable. C'était comme regarder à travers un miroir temporel, une projection vivante, respirante, de lui-même à 5 ans. Une réplique génétique impossible à nier, impossible à ignorer. La mathématique la plus cruelle de l'univers s'imposa à son cerveau avec la précision d'un coup près. 5 ans. Il n'y avait pas besoin de test ADN. Il n'y avait pas besoin de mots. Il n'y avait même pas besoin d'un aveu. La vérité hurlait dans cette pièce avec plus de force que la tempête dehors. 9 mois avant leur naissance, c'était la nuit de l'orage. C'était la nuit où sa mère lui avait tendu un dossier de mensonges. C'était la nuit où il avait hurlé sur la femme de sa vie. C'était la nuit où il l'avait jetée à la rue, sans argent, sans famille, sous une pluie glaciale. Elle n'était pas seulement seule. Elle portait son enfant. Ses enfants. Un son rauque, étranglé, quelque chose qui ressemblait au gémissement d'un animal mortellement blessé, s'échappa de la poitrine de Laurent. L'oxygène refusa catégoriquement d'entrer dans ses poumons. Une douleur thoracique fulgurante, semblable à une lame de couteau qu'on enfonçait lentement entre ses côtes et qu'on tournait vicieusement, l'irradia de part en part. Ses genoux, qui avaient soutenu le poids d'un empire financier sans jamais trembler, se dérobèrent brusquement sous lui. Il s'effondra, littéralement. Il ne s'agenouilla pas par choix. Il tomba lourdement sur la moquette du cabinet, incapable de soutenir le poids titanesque de sa propre culpabilité. Ses mains vinrent frapper le sol, le soutenant à peine, sa tête s'affaissant entre ses épaules. Il haletait, de grandes inspirations saccadées qui ne parvenaient pas à vaincre la sensation de suffocation. « Maman » murmura Lucas, la voix tremblante, reculant d'un pas pour se blottir davantage contre Camille. La détresse absolue, presque effrayante, de cet homme gigantesque effondré sur leur tapis l'avait désorienté. Emma, sentant la panique, laissa échapper un petit sanglot nerveux et courut se réfugier dans le dos de sa mère. Le mot « maman », prononcé par cette petite voix, acheva de détruire ce qui restait de la conscience de Laurent. Il leva lentement la tête. Ses yeux, inondés de larmes qu'il ne contrôlait plus, fixèrent Camille. Son visage, à lui,
était le masque de la pure agonie, de l'horreur absolue de réaliser le monstre qu'il avait été. « Camille !» La syllabe s'extirpa de sa gorge dans un murmure brisé, noyé sous le flot de l'émotion. Ce n'était plus la voix d'un homme, c'était le râle d'un spectre. Son regard passa de Lucas à Emma, qui pleurait silencieusement, puis revint s'ancrer dans les yeux de Camille, suppliant, cherchant une dénégation impossible. « Mon Dieu, Camille, dis-moi que je suis fou. Je t'en supplie, dis-moi que mon esprit me torture. » Camille, de son côté, s'était transformée en pierre. Chaque muscle de son corps était tendu à se rompre. Elle s'était placée délibérément devant les enfants, formant un rempart humain, les bras écartés vers l'arrière pour les maintenir derrière elle. Sa respiration était courte, agressive, ses yeux lançant des éclairs de rage protectrice, mêlés à la terreur de voir son monde exploser en plein vol. Elle savait que mentir ne servait plus à rien. L'évidence était là, étalée, hurlante d'injustice, sur le sol de son cabinet. Le secret de 6 ans venait d'être pulvérisé en l'espace d'une seconde. « Ne dis pas un mot !» siffla-t-elle, sa voix tranchant l'air avec la froideur d'une lame d'acier. Elle ne criait pas, par respect pour la présence des jumeaux, mais l'intensité de son murmure était 100 fois plus terrifiante qu'un hurlement. « Ne prononce pas une syllabe de plus. Ne t'approche pas d'eux. » Laurent secoua la tête, lentement, incapable de détacher son regard du visage de Lucas. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues creusées, tombant sur le tissu sombre de son manteau. Il leva une main tremblante, les doigts écartés, un geste instinctif, désespéré, vers l'enfant, sans oser franchir la distance qui les séparait. Ils sont. Il n'arrivait pas à formuler la phrase. L'ampleur du miracle et de la tragédie entremêlées lui broyait l'esprit. Ils sont de moi. Ce n'était pas une question. C'était une constatation prononcée avec le désespoir de celui qui découvre qu'il a brûlé lui-même le seul ticket gagnant de son existence. La nuit où tu es parti, la nuit où tu m'as jeté dehors comme un chien, lâcha soudainement Camille, perdant une fraction de seconde le contrôle de sa fureur enfouie. Son visage se contracta, ravivant les cicatrices invisibles. La nuit où tu as choisi de croire les fabrications ridicules de ta mère toxique, plutôt que la femme qui partageait ton lit et ton cœur. Oui, Laurent. Cette nuit-là. Chaque mot prononcé par Camille s'abattait sur Laurent comme un coup de fouet chargé de plomb. Il ferma les yeux, pliant littéralement sous le poids de la révélation, le front presque collé contre la moquette du sol. Avez-vous déjà vu un homme se briser en temps réel? Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire, c'est une implosion silencieuse, lente et dévastatrice. C'est le moment précis où la fondation même de ce qu'il croyait être, de ce qu'il croyait mériter, s'effondre dans un gouffre de honte absolue. Laurent venait de réaliser qu'il avait passé les 6 dernières années de sa vie à pleurer sa propre douleur, pensant être la victime de son erreur, alors que la véritable martyre de son arrogance se tenait devant lui. Elle avait porté ses enfants dans la pauvreté, le froid, la solitude totale, pendant que lui dormait dans des draps de soie, aveugle et ignorant. « Comment as-tu survécu ?» murmura-t-il, la voix si faible qu'elle fut presque couverte par le son de la pluie. Il releva les yeux vers elle, le visage inondé, dévoilant l'étendue de sa ruine intérieure. « J'ai cru te détruire. J'ai été le monstre dont on fait des cauchemars. Et tu m'as donné la vie, 2 fois. Tu étais seule, sous cette pluie. Mon Dieu, Camille, tu portais mes enfants. » « Non, » répliqua Camille avec une brutalité implacable, resserrant son emprise protectrice sur les petites mains qui s'agrippaient à sa taille. Elle refusait de laisser la pitié l'envahir. Elle refusait de voir l'homme brisé. Elle devait voir la menace. « Je ne portais pas tes enfants.
Je portais les miens. Je les ai portés seul. Je les ai nourris seul. Je les ai soignés seul. Je les ai aimés pour deux. Tu n'as rien à voir avec eux. Ils n'ont pas de père. Leur père est mort dans un grand manoir, asphyxié par sa propre fierté, il y a 6 ans. L'homme qui est devant moi n'est qu'un fantôme. » La violence psychologique de la métaphore l'atteignit en plein cœur. Laurent accusa le coup en serrant les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'au sang. Il ne chercha pas à se défendre. Il n'avait aucun argument, aucune excuse. Tout ce qu'elle disait était la stricte, terrifiante vérité. Le petit Lucas, percevant la détresse étouffante qui saturait la pièce, fit un petit pas de côté, sortant à demi du bouclier formé par sa mère. Ses grands yeux noirs fixèrent l'homme à genoux qui pleurait. Dans l'innocence totale de ses 5 ans, incapable de comprendre la tragédie cosmique qui se jouait, il ne vit pas le bourreau de sa mère. Il vit un adulte qui avait mal. « Pourquoi le monsieur pleure, maman ?» demanda la petite voix claire de Lucas, résonnant dans le silence plombé de la pièce. « Il s'est fait mal à la tête comme moi ?» La question, posée avec cette pureté absolue propre à l'enfance, fut le coup de grâce. Laurent lâcha un sanglot désespéré, déchirant, qu'il tenta d'étouffer en plaquant ses mains contre son visage. Son corps entier fut secoué de spasmes violents, pitoyables. L'armure du milliardaire impitoyable, définitivement pulvérisée par la compassion de l'enfant qu'il avait abandonné sans le savoir. La symétrie cruelle de l'instant. Son propre sang s'inquiétant pour lui, alors qu'il n'avait eu aucune pitié pour la mère de cet enfant, était une torture que l'esprit humain peinait à concevoir. Camille sentit son cœur se fissurer. Toute la haine, toute la rancœur minutieusement cultivée pendant des années menaçait de s'effondrer face à la détresse brute, sans filtre, de cet homme qui, jadis, avait été son seul amour. Mais l'instinct de survie fut plus fort. « Monsieur de Villers s'est trompé de bureau, mon cœur », dit-elle à Lucas d'une voix qu'elle s'efforça de rendre douce et rassurante, posant une main ferme sur l'épaule de son fils pour le ramener vers elle. Puis, son regard, froid comme l'hiver, se fixa sur Laurent. « Je vous demande de sortir de cette pièce, immédiatement. Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir. Vous allez vous lever, vous allez refermer cette porte, et vous n'allez plus jamais, jamais approcher de cette clinique. Si vous essayez de les approcher, je ferai appel à la police. Je vous le jure sur ma vie, Laurent. Sortez. » Laurent baissa les mains. Son visage n'était plus qu'une carte de désolation. Il regarda Camille, cherchant une once de clémence dans ses yeux, mais il n'y trouva qu'un mur d'obsidienne. Il posa un dernier regard, chargé de l'amour le plus lourd et le plus douloureux du monde, sur les visages de Lucas et Emma. Ses enfants. Le miracle qu'il avait tué dans l'œuf et qui avait fleuri malgré lui. Il aurait pu utiliser son pouvoir. Il aurait pu engager une armée d'avocats, faire valoir ses droits paternels, utiliser sa fortune pour imposer sa présence. L'ancien Laurent l'aurait fait sans hésiter. Mais l'homme qui se trouvait sur le sol de ce cabinet n'était plus l'héritier arrogant des De Villers. C'était un père brisé, découvrant, à cet instant précis, la définition même de l'amour véritable. Savoir s'effacer pour ne pas détruire. Prenant appui sur un meuble à proximité avec des gestes d'un vieillard, Laurent se redressa lentement. Il ne prononça pas un mot. Il n'essaya pas de plaider sa cause. Chaque syllabe qu'il prononcerait ne serait qu'une insulte à la douleur de Camille. Il hocha faiblement la tête, un geste de soumission totale et inconditionnelle, acceptant la sentence d'exil. Il recula vers la sortie, le regard rivé sur ce tableau de famille qu'il ne rejoindrait jamais, avant de refermer silencieusement la lourde porte derrière lui, disparaissant dans les couloirs ombragés, emportant avec lui le secret le plus dévastateur de son existence, laissant derrière lui le bruit de la tempête et le silence déchirant d'une mère protégeant sa portée. Le clic métallique de la serrure résonna dans le cabinet
avec la finalité absolue d'une pierre tombale que l'on scelle. Dès que la porte se referma sur la silhouette brisée de Laurent, le silence qui envahit la pièce fut d'une densité presque palpable, bien plus lourd que le grondement de la tempête qui continuait de faire rage à l'extérieur. Camille resta figée pendant ce qui sembla être une éternité, les bras toujours enroulés autour de Lucas et d'Emma, le souffle court, les yeux fixés sur le panneau de bois massif, comme si elle craignait qu'il ne vole en éclats à tout instant. Mais personne ne frappa. Aucun cri ne retentit dans le couloir. Seul le vide absolu, l'écho d'un homme qui venait d'accepter sa propre condamnation à l'exil perpétuel. Lentement, les genoux de Camille cédèrent. Toute l'adrénaline qui l'avait maintenue debout, droite comme une lionne face au danger, s'évapora d'un seul coup, la laissant vidée, tremblante, exsangue. Elle se laissa glisser sur la moquette, attirant ses 2 enfants contre sa poitrine. Elle enfouit son visage dans les boucles blondes d'Emma et les cheveux sombres de Lucas, respirant leur odeur de savon doux avec une ferveur désespérée. Les larmes, qu'elle avait si farouchement retenues devant Laurent pour ne pas lui montrer la moindre once de vulnérabilité, commencèrent à couler silencieusement sur ses joues, chaudes et salées. « Ne pleure pas, maman », murmura Lucas, sa petite main potelée venant maladroitement essuyer la joue de Camille. « Le monsieur est parti, il ne va plus pleurer, non plus. » L'innocence de cette phrase brisa le cœur de Camille en 1000 morceaux supplémentaires. « Si seulement tu savais, mon amour, » pensa-t-elle. « Si seulement tu savais que ce monsieur vient d'emporter avec lui la dernière lueur d'espoir de son existence en franchissant cette porte. » Elle força un sourire rassurant, embrassant le front de son fils, puis celui de sa fille. C'est en se redressant, cherchant à reprendre contenance, que son regard fut attiré par une tache blanche immaculée sur la moquette sombre, juste à quelques centimètres de la porte. Une enveloppe. Elle devait être tombée des mains de Laurent lorsqu'il avait ouvert la porte dans la précipitation, terrifié par le cri de Lucas. Camille hésita. Son instinct de survie lui hurlait de ne pas y toucher, de la jeter à la poubelle, de brûler ce dernier vestige de sa présence toxique. Mais une force invisible, un mélange de curiosité morbide et d'une intuition inexplicable, poussa sa main à s'avancer. Elle ramassa l'enveloppe. Elle était épaisse, scellée, et ne portait aucune inscription. Le papier était d'une qualité exceptionnelle, lourd sous ses doigts tremblants. Elle l'ouvrit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un engin explosif, et en retira une liasse de documents juridiques agrafés ensemble, accompagnés d'une simple feuille volante manuscrite. Camille déplia la lettre. L'écriture de Laurent, autrefois si ferme et autoritaire, était ici saccadée, presque illisible par endroits, comme si la main qui tenait le stylo avait tremblé violemment à chaque mot. « Camille, je ne te demande pas de pardonner l'impardonnable. Je ne te demande ni ton temps, ni ta clémence. J'ai enfin compris que ma seule présence dans la même ville que toi est une insulte à ta survie. Je suis venu aujourd'hui pour t'offrir la seule chose que je possède encore et qui puisse avoir une once de valeur pour toi, ta sécurité absolue. 6 juin, les actes de cession intégrale et anonyme des parts majoritaires de la clinique. Les murs, le terrain, tout appartient désormais. Les fonds nécessaires pour son fonctionnement à perpétuité ont été placés sur un compte de fondation dont tu es l'unique bénéficiaire. Personne ne pourra jamais t'enlever ce que tu as bâti. Je retourne dans l'ombre d'où je n'aurais jamais dû sortir pour t'importuner. Sois heureuse, Camille. Vis. Je t'ai aimé dès le premier jour, et ma punition sera de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, de loin, dans le silence que tu as si justement exigé. Adieu. Elle. Les documents officiels glissèrent des mains de Camille pour s'éparpiller sur le sol. Avez-vous déjà vu vos propres certitudes s'effondrer sous le poids d'un acte de pure abnégation? Nous sommes si promptes à juger,
si enclins à enfermer ceux qui nous ont blessés dans des rôles de méchants absolus et irrécupérables. C'est plus facile, n'est-ce pas? La colère est une armure confortable. Mais comment réagir lorsque le monstre que vous avez combattu pendant des années dépose les armes, s'agenouille et vous offre son propre royaume sans rien demander en retour? La rédemption n'est pas un mot magique que l'on prononce pour effacer le passé. La véritable rédemption est un sacrifice silencieux. C'est accepter de disparaître pour laisser l'autre briller. Camille relut la lettre, une fois, 2 fois, 3 fois. Les mots se brouillaient derrière le voile de ses larmes. Laurent n'était pas venu aujourd'hui pour faire éclater la vérité, ni pour revendiquer ses droits paternels, ni pour la harceler. Il était venu, juste avant que le destin ne frappe à cette porte, pour accomplir un acte d'amour absolu, total et désintéressé. Il voulait lui donner le monde et s'effacer. La tempête émotionnelle qui ravagea Camille à cet instant fut infiniment plus violente que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. L'homme égoïste et aveugle d'il y a 6 ans n'existait plus. Il était mort, remplacé par une âme meurtrie, rongée par les remords, capable d'un geste d'une générosité foudroyante. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la promesse de Laurent fut tenue avec une rigueur militaire. La tempête s'était calmée, laissant place à un hiver froid, clair et silencieux. Laurent disparut. Totalement. Il ne remit jamais les pieds à la clinique. Il n'envoya aucun message, aucun avocat, aucune fleur. Ses parts furent transférées avec une efficacité discrète par le biais d'un grand cabinet d'avocats parisiens. Camille devint la seule et unique maîtresse de son empire professionnel. Elle ne devait plus rien à personne. Sa forteresse était désormais imprenable, financée et sécurisée par le fantôme de l'homme qu'elle avait banni. Mais cette victoire, qu'elle avait tant espérée, avait désormais le goût amer de la cendre. Chaque soir, en regardant Lucas et Emma dormir paisiblement dans leur lit, Camille ressentait une pointe d'angoisse grandir dans sa poitrine. Elle regardait le profil de son fils, si semblable à celui de son père, et elle se souvenait de l'expression d'agonie pure sur le visage de Laurent, agenouillé sur son tapis. Elle l'avait condamné à vivre avec la connaissance de l'existence de ses enfants, tout en le privant à jamais du droit de les toucher, de les voir grandir, d'entendre le son de leurs rires. Le pardon, voyez-vous, est un chemin tortueux, souvent parsemé d'épines que l'on s'enfonce soi-même sous la peau. Refuser de pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Camille s'était protégée, avec justesse et légitimité. Mais maintenant que la menace s'était transformée en un sacrifice absolu, la colère qui la nourrissait avait disparu, laissant derrière elle un immense et douloureux vide. Elle finit par admettre une vérité terrifiante. En privant Laurent de ses enfants par vengeance et par peur, elle privait aussi ses enfants d'un père qui, de toute évidence, les aimait déjà assez pour renoncer à eux. L'hiver touchait à sa fin lorsque la glace autour du cœur de Camille se brisa définitivement. C'était un dimanche matin de mars. Le soleil perçait à travers les branches nues des arbres du grand parc Monceau. Les premiers bourgeons annonçaient timidement le retour à la vie. Camille s'était assise sur un banc en bois froid, observant Lucas et Emma jouer près du bassin. Ses mains étaient enfouies dans les poches de son long manteau de laine. Elle frissonnait, non pas de froid, mais d'une nervosité sourde, électrique. Elle avait passé un appel la veille, un seul, au cabinet d'avocats qui avait géré le transfert de la clinique. Elle avait laissé un simple message, donnant l'heure et le lieu. Elle ne savait même pas s'il viendrait. Elle ne savait pas s'il oserait enfreindre sa propre promesse de silence. Le bruit de pas lents crissant sur les graviers de l'allée la fit sursauter. Camille tourna la tête. Son souffle se coupa dans sa gorge. Laurent s'avançait. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu dans son... La pluie frappait contre les grandes vitres du cabinet avec une régularité lourde,
presque hypnotique. C'était l'une de ces fins d'après-midi d'automne, où le ciel semblait avoir oublié sa couleur, plongeant la ville dans une pénombre grise et mélancolique. À l'intérieur, la chaleur douce du chauffage central contrastait avec la violence de l'averse. L'air sentait légèrement la lavande et le papier neuf, une odeur rassurante, clinique mais chaleureuse, que Camille avait elle-même choisie pour apaiser les enfants qui franchissaient cette porte. Camille était assise derrière son grand bureau en chêne clair. Ses doigts fins, à peine marqués par les années de travail acharné, lissaient distraitement la couverture d'un dossier médical. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air remplir ses poumons, savourant ce bref instant de silence entre deux consultations. Elle était devenue une femme d'une élégance discrète, avec une posture qui trahissait une force intérieure forgée dans l'adversité. Ses cheveux étaient attachés en un chignon souple, quelques mèches rebelles encadrant son visage fatigué mais serein. Elle avait passé ces 6 dernières années à reconstruire chaque parcelle de son existence, brique par brique, larme après larme. Aujourd'hui, elle n'était plus la jeune femme fragile et terrifiée d'autrefois. Elle était le docteur Camille, une thérapeute respectée, une mère dévouée, une forteresse imprenable. Parfois, nous passons des années à construire des murs autour de notre cœur. Nous empilons les succès, les routines, les sourires polis, persuadés que le temps a le pouvoir magique d'effacer ce qui nous a brisés. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette illusion rassurante que le passé est définitivement scellé dans une boîte dont nous avons jeté la clé. Mais le destin a une façon bien cruelle et fascinante de nous rappeler que les blessures non guéries ne font que dormir, et que la clé que l'on croyait perdue se trouve souvent dans la main de la dernière personne que l'on souhaite revoir. Un coup léger à la porte tira Camille de ses pensées. C'était Sophie, son assistante, une jeune femme d'une efficacité redoutable, qui entr'ouvrit la porte avec une expression mêlée d'urgence et de respect professionnel. « Docteur, excusez-moi de vous déranger pendant votre pause », murmura Sophie, baissant légèrement la voix, comme si elle craignait de briser la quiétude de la pièce. Le nouvel investisseur majoritaire de la clinique vient d'arriver. C'est une visite surprise. La direction est en panique, il exige de voir les installations principales, y compris le département de thérapie infantile. Il est dans le couloir. Camille fronça légèrement les sourcils. Une inspection surprise, un jour de tempête? C'était inhabituel, presque arrogant de la part de la nouvelle direction financière qui venait de racheter la majorité des parts de l'établissement. Mais Camille n'était pas femme à se laisser intimider par des hommes en costume cher. Elle avait survécu à bien pire que l'arrogance d'un conseil d'administration. « Très bien, Sophie, laissez-le entrer », répondit-elle d'une voix calme, posée, parfaitement contrôlée. Elle referma le dossier devant elle, l'aligna géométriquement avec le bord de son bureau et se leva, lissant le tissu de sa jupe crayon. Les secondes qui suivirent semblèrent de s'étirer de manière anormale. Le bruit de la pluie à l'extérieur s'intensifia, comme un roulement de tambour annonçant l'inévitable. Le bruit des pas dans le couloir se rapprochait. Des pas lourds, mesurés, porteurs d'une autorité silencieuse. Camille croisa les mains devant elle, adoptant sa posture la plus professionnelle, le visage fermé en une expression de courtoisie neutre. La porte s'ouvrit plus largement. La lumière du couloir découpa d'abord une silhouette grande et imposante. L'homme portait un manteau de laine sombre, les épaules légèrement humides à cause de la tempête extérieure. Il entra dans la pièce lentement. Camille leva les yeux pour accueillir ce mystérieux investisseur. Son cœur, cet organe qu'elle croyait avoir discipliné, s'arrêta brusquement. Ce ne fut pas une simple accélération, ce fut un arrêt net, brutal, douloureux. L'air quitta ses poumons d'un seul coup, la laissant littéralement sans souffle, comme si le sol sous ses pieds venait de se dérober. Laurent, il était là, à 3 mètres d'elle,
Le même homme qui, 6 ans plus tôt, l'avait chassée dans une nuit noire et glaciale, la laissant seule avec un secret grandissant dans son ventre. Camille tenta de maintenir son masque, mais par-dedans, son monde entier s'effondrait avec la violence d'un tremblement de terre. Ses doigts se crispèrent au point de faire blanchir ses jointures. Elle dut s'appuyer imperceptiblement contre le rebord de son bureau de chêne pour ne pas vaciller. Le temps semblait s'être figé, capturé dans l'ambre de ce regard croisé. Laurent s'arrêta net au milieu de la pièce. Si le choc de Camille était intérieur, celui de Laurent fut visible à l'œil nu. L'homme puissant, le milliardaire redouté du monde des affaires, perdit toute sa contenance en une fraction de seconde. Sa mâchoire se contracta si fort que l'on pouvait voir les muscles tressaillir sous sa peau. Ses yeux, d'un noir profond et habituellement indéchiffrable, s'écarquillèrent, trahissant un mélange fulgurant d'incrédulité, de douleur et de quelque chose qui ressemblait étrangement à du désespoir. Il semblait plus vieux, bien que toujours d'une prestance écrasante. Les ombres sous ses yeux racontaient des nuits sans sommeil, et de fines rides d'expression au coin de sa bouche suggéraient qu'il avait oublié comment sourire depuis longtemps. Ce n'était plus le jeune héritier aveuglé par la fierté et les mensonges de sa famille. L'homme qui se tenait devant elle portait le poids invisible d'une culpabilité écrasante. Le silence dans le cabinet devint assourdissant. Sophie, sentant la tension palpable et incompréhensible qui venait d'envahir la pièce, recula discrètement et referma la porte derrière elle, les laissant absolument seuls. Seuls avec le bruit de la pluie, seuls avec les fantômes du passé. Camille, le prénom s'échappa de ses lèvres, non pas comme une salutation, mais comme une prière murmurée par un homme mourant de soif qui trouve enfin une source d'eau. Sa voix était rauque, brisée, à peine audible par-dessus le son de la tempête qui faisait rage contre les vitres. Camille sentit une chaleur brûlante lui monter à la gorge. Elle voulait crier. Elle voulait lui ordonner de sortir, de retourner dans le luxe froid de son existence d'où il l'avait bannie. Elle voulait lui hurler que la pluie de cette nuit-là n'avait jamais vraiment cessé de tomber sur son âme. Mais elle ravala tout cela. Elle était une mère. Elle était une femme qui avait ramassé les morceaux de son propre cœur pour en construire un bouclier. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir trembler. Elle releva le menton d'1 millimètre, un geste d'une dignité royale, digne et inébranlable. Ses yeux, autrefois si remplis d'un amour innocent et pur pour cet homme, le fixèrent maintenant avec la froideur polaire d'une étrangère.